Merci Lucas, merci Maloé pour l'introduction. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de vous accueillir aussi nombreux dans cette salle. Alors, comme je le disais, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les officiels, c'est le protocole qui veut ça. Merci à Madame Maria Trescon, maire de Dreuil-les-Amiens, Monsieur Xavier Comessi, maire de Gentelles, Monsieur Fabrice Véron, maire de Haye et son adjoint, Monsieur Jean-Claude de Villers, Monsieur Rifflard, président du pôle métropole, Monsieur Christophe Ertou, adjoint au maire de Montdidier, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations, bienvenue à vous tous pour cette cérémonie des vœux. Mesdames et Messieurs, en votre titre et grade et qualité, chers amis, chers camarades, chères familles, bienvenue à vous tous et merci d'être présents. Tout d'abord, ayons une pensée pour les victimes des 7, 8, 9 janvier 2015. Il y a 10 ans, les attentats contre Charlie Hebdo à Montrouge et à l'Hypercacher frappaient la France en plein cœur. Le terrorisme ne fait que semer la haine et la division. Liberté d'expression, critique des puissants, droit à l'irrévérence. Ces combats doivent rester les nôtres. Quelques secondes de silence, s'il vous plaît. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui s'activent dans l'ombre pour faire vivre ce type d'événement. Et plus encore pour être sur le terrain, encore et toujours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils sont toujours là pour coller, tracter, informer sur le travail parlementaire. Je les remercie vivement pour leur motivation, leur dynamisme et l'espoir qu'ils donnent quand à l'horizon semble gris. Ils sont la lumière au bout du chemin, ils sont l'espoir retrouvé, preuve de la belle motivation lors de la dernière élection législative. Ils sont là encore aujourd'hui, ils se reconnaîtront et on peut les applaudir très très fort. Merci à vous qui, il y a 6 mois, jour pour jour, avez élu une députée insoumise Nouveau Front Populaire dans un bastion taillé pour la droite et le centre droit. Ensemble, nous y avons cru. Ensemble, nous l'avons fait. La nouvelle année est toujours un moment particulier, un souffle d'espoir face à l'incertitude, à l'opportunité pour repartir dans des ambitions renouvelées. C'est un temps où chacun peut se réinventer, mais aussi où l'action collective devient plus que jamais essentielle. Si l'individualisme peut parfois nous cerner, la véritable promesse de cette année réside dans notre capacité à faire face aux injustices. Ce n'est pas un espoir personnel, mais un espoir collectif, porté par notre solidarité et notre unité. Cette année doit être celle de nos luttes pour plus de justice sociale, pour la dignité de chaque individu et pour une égalité des chances concrète et palpable. La conviction que nous pouvons transformer notre société ensemble doit nous guider. Le passé est derrière nous et nous avons le devoir de bâtir l'avenir. C'est dans l'action collective, dans la lutte, dans un monde meilleur, que réside le sens de ces premiers jours de l'année. L'année 2024 a été marquée par des événements difficiles et des défis qui continuent de secouer notre monde. La guerre en Ukraine continue de détruire des vies et semer la terreur dans une région, une guerre qui dure maintenant depuis presque 3 ans. Si l'idée d'une paix prochaine semble s'épanouir, les plans pour y parvenir demeurent incertains et les combats continuent. Au Moyen-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou poursuit sa politique de destruction à Gaza, avec des bombardements massifs, la destruction des infrastructures civiles, écoles et hôpitaux, ainsi que l'entrave à l'aide humanitaire. Comment la communauté internationale peut-elle encore croire que le gouvernement israélien cherche à sauver les otages alors qu'il se déverse des bombes sur les bâtiments où ils sont retenus? Il y a 1 an,
la Cour internationale de justice a mis en lumière le risque génocidaire à Gaza. Et en octobre, c'est la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre les chefs du Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, son ancien ministre de la Défense. Les violations des droits humains ne peuvent plus être ignorées. La communauté internationale doit agir. Les Palestiniens subissent une guerre totale, une guerre urbaine. Et chaque jour qui passe est une honte pour ceux qui se disent défenseurs des droits humains et de la paix. Il est temps que la France se réveille, reconnaisse immédiatement l'État de Palestine, impose un embargo diplomatique pour obtenir un cessez-le-feu et aide à ce que les responsables politiques soient traduits en justice et la libération des otages. Le Liban également. Le Liban, déjà en proie à une grave crise économique et politique, s'est retrouvé pris dans des ramifications d'un conflit qui échappe à son contrôle. Les frappes israéliennes contre le Hezbollah ont intensifié les tensions et plus de 1200 civils libanais ont perdu la vie. 1 million de personnes ont dû fuir, sans oublier les casques bleus de la finule qui ont également été touchés. En Syrie, la chute de Bachar el-Assad met fin à plus d'un demi-siècle d'une dynastie sanglante. On ne mesure pas encore l'ampleur de l'horreur de ce qui s'est déroulé dans les prisons bassistes et pour le peuple syrien, la paix reste un rêve lointain, tandis que la violence et l'instabilité dévastent encore cette terre. Chez nous, ici, la France n'est pas exempte de violence. Les événements tragiques de mai 2024, marqués par des émeutes en Nouvelle-Calédonie, ont mis en lumière la profonde insatisfaction du peuple kanak face aux décisions unilatérales du gouvernement français. La réforme du code électoral, perçue comme une tentative de dilution de la voix kanak, a exacerbé les tensions existantes. On ne peut ignorer les aspirations légitimes du peuple kanak à la souveraineté et à la reconnaissance de son identité. Il est impératif de renouer le dialogue, de respecter les accords précédents et de trouver une solution politique inclusive qui prenne en compte les droits et les aspirations de toutes les communautés de Nouvelle-Calédonie. Le monde politique français n'a pas été épargné par cette année trouble. Alors que l'extrême droite était au plus haut, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, prenant ainsi le risque d'offrir les clés du pouvoir au Rassemblement national. Mais une réponse a émergé, celle du nouveau Front populaire. Militants, syndicalistes, citoyens engagés et élus, nous avons uni nos forces pour incarner l'espoir et la résistance lors des législatives anticipées. Beaucoup pensaient cette union impossible, mais nous avons montré une fois encore notre capacité à nous rassembler dans les moments décisifs pour les Français. Grâce à votre mobilisation, vous nous avez mis en tête des suffrages, malgré le dynamitage du barrage républicain orchestré par les macronistes. Au lieu de respecter la voix des urnes, Emmanuel Macron a piétiné le suffrage universel, comme si le vote des citoyennes et des citoyens pouvait être mis sous le tapis. Mais la réalité est que le rejet du suffrage universel, c'est le mépris du peuple. En nommant Michel Barnier Premier ministre, représentant d'un parti politique réunissant moins de 10% de députés, le président de la République a dévoilé au grand jour le dédain qu'il a pour le peuple français. Alors que les partenaires du nouveau Front populaire ont proposé au Parlement un budget de justice sociale pour 2025, sans hausse d'impôts pour les classes moyennes et les classes populaires, en allant chercher 75 milliards là où les richesses abondent. Le choix du gouvernement a été de faire passer à la caisse les travailleurs, les personnes vulnérables, les retraités, pour protéger les intérêts de quelques-uns. Cette tentative d'imposer l'austérité par un 49.3 a échoué lors du vote historique d'une motion de censure qui a rejeté ce budget inique et par là même a fait tomber le gouvernement Barnier. Et voilà que François Bayrou décroche Matignon, non pas pour ses qualités politiques, mais parce qu'Emmanuel Macron, isolé et affaibli, n'a d'autre choix que de céder
sous la menace de voir les 36 députés du MoDem quitter le bloc présidentiel à l'Assemblée nationale. Une preuve supplémentaire d'une politique en bout de course, déconnectée des attentes des Français. Le gouvernement formé à la veille des fêtes de fin d'année ne reflète toujours pas la réalité du vote des Français. Emmanuel Macron tentera peut-être une ultime dissolution avant son départ, mais pour sortir de la crise de ce régime dans laquelle il a plongé la France, destitution ou démission, il devra quitter le pouvoir. Lui, qui voulait réconcilier les Français, bien sûr entre guillemets, aura fracturé la France comme jamais en 7 ans de règne. Qu'il le sache, nous ne céderons rien. L'année 2024 a été marquée par des événements de rassemblement, comme les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques de Paris. Mais après l'extase des festivités, qu'est-ce qui est resté? Une mise en lumière du handicap, oui, mais cette thématique, comme tant d'autres, a été aussitôt oubliée une fois la fête terminée. Preuve en est, il a fallu 3 semaines au gouvernement Barnier pour nommer un ministre délégué à la question du handicap sous la pression des associations. L'héritage des Jeux devait être aussi la question du sport pour tous, mais cet engagement semble mort-né, puisque dans le budget austéritaire proposé par le gouvernement Barnier, avant que nous le rejetions, les moyens alloués au sport subissaient un grand coup de rabot. Ces promesses se sont évanouies dans la brume des discours officiels. Nous veillerons à ce que ce ne soit pas le cas dans le prochain budget. Comptez sur nous. Nous n'oublions pas non plus la catastrophe humanitaire qui se déroule à Mayotte, avec un cyclone qui a ravagé l'archipel, aggravant les conditions de vie déjà dramatiques dans cette île laissée à l'abandon. Une crise qui, une fois encore, montre la double peine que subissent les départements ultramarins. Partout en France, des citoyens et des associations se sont retroussés les manches pour organiser des actions solidaires et récolter des biens de première nécessité. Ici, je tiens à saluer l'engagement de l'association comorienne d'Amiens. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Demain, les caméras vont quitter Mayotte, mais les Mahorais auront toujours besoin d'aide pour reconstruire. En 2025, notre devoir sera d'affronter les crises à venir, sociales, écologiques, géopolitiques. Les défis sont nombreux et nous devons y répondre avec force et conviction. La priorité sera le budget 2025, pour lequel nous repartirons en lutte afin de construire un budget de justice sociale, comme nous l'avons fait à l'automne 2024. Il est crucial de lutter contre la précarité, d'investir dans l'éducation et la santé, redonner des moyens aux collectivités et de rétablir un système de protection sociale digne de ce nom. Mais il ne suffira pas de dénoncer les problèmes, il faudra surtout agir. Une société qui laisse des millions de personnes sur le bord du chemin, qui ne se soucie pas de ses plus vulnérables, ne mérite pas ce nom. Ici comme ailleurs, que l'on vive dans un village ou dans un quartier bien desservi par les transports en commun, nous devons avoir le même accès aux services publics, à la santé, à l'emploi. Amiens est la 2e ville la plus pauvre de la Somme. Plus d'un quart de la population vit, j'ai du mal à le dire, voyez, vit sous le seuil de pauvreté, tant je n'ai pas cru les chiffres sortis, 26% des Amiénois vivent sous le seuil de pauvreté. Alors que les municipales de 2026 sont dans toutes les têtes, nous y prendrons toute notre part en pesant sur les sujets dont nous font part les Amiénoises et les Amiénois au quotidien. 2025 s'annonce comme une année noire pour des travailleurs également. 200 plans de sauvegarde à l'emploi en France, normalement, en 2025, avec des plans sociaux comme chez Valeo, proche de chez nous, Vats, Auchan, Insect. Ces entreprises qui ont, elles, bénéficié massivement de fonds publics doivent rendre des comptes. C'est pourquoi le groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire exige l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur des milliards distribués. J'ai aujourd'hui une pensée particulière pour les salariés de Mili, à Drexo, qui subissent toujours une triple peine.
Je suis déjà intervenue lors d'une question au gouvernement à l'Assemblée nationale les concernant. Les mandataires judiciaires qui les ont fait travailler alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne seraient pas payés puisque la liquidation avait été demandée. Le mandataire liquidaire qui, par incompétence, a tellement traîné que les salariés ont attendu 3 voire 4 mois avant de percevoir le moindre centime et que certains n'ont reçu la notification de licenciement qu'en décembre, laissant des milliers de personnes sur le carreau et en difficulté. Sans compter également les abus, parce que là, ça va être un scandale dans le scandale qui va sortir très bientôt, sans compter les abus des dirigeants lors de la crise Covid. Je prendrai la parole à ce sujet lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale prochainement pour parler de ce scandale d'État. Cette année, nous devons aussi exiger des réformes profondes, à commencer par la protection de l'enfance. Vous savez, j'ai cette protection de l'enfance chevillée au corps et j'en ai fait un combat personnel. En 2024, 77% des juges pour enfants ont déjà renoncé à prendre des décisions de placement d'enfants en danger dans leur famille en raison d'une absence de place ou de structure adaptée. Après l'oubli du handicap dans le gouvernement Barnier, c'est l'enfance qui est négligée dans le gouvernement Bayrou. Ce n'est pas la nomination d'un haut commissaire par Emmanuel Macron qui répondra aux urgences exprimées par les associations et les institutions. Nous réclamons un ministère à part entière et les associations réclament également ce ministère à part entière pour répondre à ces problématiques. Et dès la reprise des travaux parlementaires la semaine prochaine, nous interpellerons le gouvernement sur cette question. En 2025, avec des parlementaires du NFP, je proposerai une loi contre la maltraitance institutionnelle. Elle garantira un revenu minimum inconditionnel, simplifiera les démarches administratives et remettra l'humain au cœur des services publics pour garantir un accès digne et équitable aux droits. Elle intégrera aussi le vécu des personnes en situation de pauvreté dans la conception des politiques publiques. Également, une proposition de loi relative à la citoyenneté française des harkis sera portée par un collectif de parlementaires et de sénateurs. Cette loi, au-delà de la symbolique, visera à rétablir aux harkis et à leurs enfants les droits fondamentaux dont ils ont été privés. En 2025, je continuerai à porter vos voix à l'Assemblée nationale pour que chacun puisse vivre heureux et dignement pour la justice sociale. Nous, la gauche, nous n'avons jamais cru à la solution d'un petit groupe de personnes dirigeant le destin des autres. Notre vision est celle d'une société où chacun a sa place, où chacun peut participer à l'édification d'un monde plus juste, plus solidaire. La politique ne doit pas être l'affaire de quelques-uns, mais celle de tout un peuple qui, avec sa diversité, ses forces et ses faiblesses, s'engage dans la bataille pour un avenir commun. Et je vous invite tous, ici et ailleurs, à prendre votre part dans ce combat-là. Je vous adresse à tous mes vœux les plus sincères de santé, de force et de résilience. Nous aurons besoin de tout cela pour affronter les luttes à venir. Mais surtout, je vous souhaite de ne jamais perdre l'espoir. L'espoir dans notre capacité à changer les choses. L'espoir dans la force collective. Parce qu'un autre monde est possible. Merci à vous tous pour votre engagement. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un monde plus juste. Exigeons un avenir meilleur. Exigeons la justice. 2025 ne doit pas être une année de résignation, mais une année de lutte et de conquête sociale. Merci et très bonne année à vous tous. Merci.